Ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Bien, bonsoir à toutes et tous. On est très contente de vous retrouver pour cette visioconférence de FAL. On vous prie de nous excuser pour le léger retard puisque on a eu les traditionnels problèmes techniques pour pouvoir être en direct avec vous. Donc, pour ma part, je suis Lauriane, membre de FAL Isère et du comité directeur de FAL. Voilà, un petit instant. FAL, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association de solidarité internationale qui a été créée donc en 1970. Ça commence à faire, qui s'attache toujours, depuis ce moment-là, et toujours à faire connaître l'histoire, les mobilisations et les revendications actuelles des peuples d'Amérique latine et de la Caraïbe. C'est une association qui compte sur 30 comités locaux, mais aussi plusieurs commissions ou groupes de travail, c'est selon thématique. Et puis, une publication, donc le FALMAG, qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc, c'est une revue qui sort environ 3 fois par an avec des hors-séries. Vous pouvez retrouver les différentes publications sur le site de France Amérique Latine et puis nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, mais ça, vous les connaissez déjà a priori. Dans les groupes de travail qui existent au sein de FAL, existe le groupe de travail genre et féminisme, qui existait déjà sous une forme légèrement différente et qui a redémarré ses activités au début de l'année. D'ailleurs, au nom de tous les membres du groupe de travail, je fais appel aux bonnes volontés, à toutes celles et ceux qui auraient envie de nous rejoindre. Vous serez évidemment les bienvenus. Pour présenter brièvement cette visioconférence, disons que le groupe de travail a redémarré ses activités autour d'une date importante, celle du 8 mars, pour laquelle on voulait en quelque sorte servir de mégaphone à quelques-unes de nos camarades latino-américaines en lutte. C'est pour cela qu'on a diffusé d'abord tout au long du mois de mars des petites vidéos, notamment celle de Wendy Cuetraje de la Escuela Global de Mujeres Indígenas, de Sandra Garcia de Mujeres en Francia et Claudia Urrutia, des vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, sachant que d'autres sont encore à venir. Et c'est aussi donc servir de mégaphone aux luttes féministes latino-américaines. C'est aussi la raison d'être de cette visioconférence, au travers de laquelle on voulait vraiment achever ce mois en proposant une sorte de réflexion collective sur, pour le dire très très mal, très très vite, les apports, les rapports des luttes féministes latino-américaines au mouvement féministe du Nord. Et pour ça, on compte sur la présence de nos 3 invités que je vais laisser à Nora le soin de vous présenter. Eh bien, à mon tour de vous souhaiter bien le bonsoir. Donc, moi, je suis Nora et j'aurai le plaisir de co-animer avec Lauriane ce webinaire ce soir. Donc, je fais aussi partie de la commission genre et féminisme de France Amérique latine et de l'antenne locale à Nantes. Comme l'a dit Lauriane, nous avons le plaisir ce soir d'être en présence de 3 intervenantes. D'abord, Jules Falquet, enseignante-chercheuse à l'Université Diderot. Ensuite, Francisca Fernandez, anthropologue et militante du Movimiento por el Agua y los Territorios, du comité socio-ambiental de la Coordinadora Feminista 8M pour le Chili et de la Plataforma Feministas Constituyentes Plurinacionales. Et enfin, Carolina Bedoya Monsalve, militante de l'organisation Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa,
et Abia Yala. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. On est très contente de vous compter parmi nous ce soir. Concernant le déroulé de cette soirée, on commencera avec un temps de présentation d'environ 45 minutes, soit une quinzaine de minutes par intervenante, pour nous présenter d'où elles parlent, qui elles sont, et puis nous partager leur vision des luttes féministes latino-américaines et ce dont elles veulent nous parler ce soir. À la suite de ces présentations, on aura une demi-heure environ pour échanger et discuter à partir notamment de vos questions et de vos réflexions, vous, auditeurs, auditrices. Donc, vous pouvez poser tout au long du webinaire vos questions sur le chat du Facebook Live, donc en direct de la page Facebook de FAL. N'hésitez pas, on les relayera et on les posera à nos intervenantes Lauriane et moi. Et puis, on se dirigera vers une clôture du webinaire autour de 20h20 pour une fin à 21h30. Donc, merci encore à tous et toutes d'être là avec nous. Et puis, pour commencer, je laisse la parole à Jules Falquet pour que tu te présentes et que tu nous partages ce que, d'après toi, nous pouvons apprendre au Nord en nous mettant à l'écoute des féministes du continent latino-américain et des Caraïbes. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide et je suis très contente d'être avec vous toutes et tous, toutes les personnes que je ne vois pas, qui sont soit sur le Zoom, soit sur Facebook ce soir. Alors, je pense que c'est important de me situer d'un point de vue social et d'un point de vue politique. Donc, dans les rapports sociaux de sexe, de race et de classe, je vais le dire très très vite, hein, je m'excuse et j'espère, si je parle trop vite, si on ne comprend pas, vous me faites des signes. Hein. Mais donc, à la fois socialement, quand je suis née, on a dit c'est une femelle et ce sera donc une femme. Quand je suis née, j'ai également bénéficié directement de papiers de la nationalité française et je suis blanche et donc citoyenne d'un pays du Nord et colonisateur. Et puis, en termes de classe, eh bien, je suis issue d'une famille privilégiée et j'exerce un travail salarié fixe à l'université, donc je suis toujours dans une situation sociale privilégiée. Ça, c'est au niveau social et au niveau politique, dans ces trois rapports sociaux de sexe, de classe et de race, eh bien, qui sont imbriqués, eh bien, j'essaye, comme je suis lesbienne, j'essaye de ne pas rester ou de ne pas devenir une femme, dans l'ordre inverse, de ne pas devenir, et si je le suis devenue, ne pas le rester. Et puis, en termes de race, j'essaye de combattre les logiques racistes, islamophobes, si présentes aujourd'hui en France et dans le monde, et de combattre les rapports nord-sud, impérialistes, coloniaux, néocoloniaux, néo-impérialistes, tout ce que vous voulez. Et puis, du point de vue de la classe, eh bien, j'essaye de combattre à ma mesure et depuis ma place les rapports capitalistes, voilà, actuellement néolibéraux. Voilà, ça vous situe un tout petit peu d'où je parle. Et puis, j'ai aussi, donc, d'un point de vue plus biographique, j'ai aussi vécu et travaillé j'ai vécu quelques années et travaillé quasiment tout le temps à propos d'eux, avec et en lien avec des militantes latino-américaines et caribéennes, des femmes, des féministes, des lesbiennes et aussi des hommes. De différents mouvements sociaux à partir de, grosso modo, le tout début des années 90 où j'ai vécu au Chiapas, donc avant le mouvement zapatiste. Puis après, je suis retournée quand il y a eu le mouvement zapatiste, bien sûr. J'ai aussi vécu en Amérique centrale, au Salvador, juste après la guerre, donc en 92, entre la fin de la guerre et les premières élections générales démocratiques avec beaucoup de guillemets. Voilà, et tout ce que je dis, je l'ai appris, ou presque tout, avec d'une part les mouvements de femmes féministes et lesbiens latino-américains des Caraïbes, et puis aussi avec et aux côtés, dans la mesure du possible, encore une fois, de mouvements indiens et paysans, notamment le mouvement zapatiste, le mouvement des Santeros au Brésil, voilà, et une série d'autres mouvements. Voilà, ça c'est ma présentation. Et en 15 minutes, je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, mais je suppose qu'il ne reste même pas 10 minutes. C'est difficile, il y a tellement de choses qui se passent en Amérique latine et dans les Caraïbes et qui sont
pas toujours transposable, puisque les réalités sociales sont très différentes, l'histoire politique est très différente, et il y a énormément de situations et de luttes très, très variées, mais et pour ne parler que des mouvements féministes, et encore, c'est encore très, très vaste, ce que je voudrais juste dire, peut-être, je voudrais juste souligner l'importance, parce que ce qu'on connaît probablement plus, ce sont les récentes luttes pour le droit d'interrompre sa grossesse en Argentine, et puis contre les féminicides, et notamment toute la lutte au Mexique et aussi dans le Côte Sud contre les féminicides. Mais bien sûr, c'est des luttes très, très importantes, mais je voudrais signaler aussi et rappeler l'importance historique des luttes des femmes autochtones et des luttes des femmes afrodescendantes, qui sont parfois d'ailleurs pour aussi les questions d'avortement et contre les féminicides, mais qui sont aussi très souvent pour le droit à la maternité libre et volontaire et contre les stérilisations forcées, par exemple, notamment pour les femmes noires et pour les femmes indiennes. C'est des problématiques très, très importantes, très fortes, très significatives. Et puis, quant aux violences, notamment aux violences assassines, féminicides, aux violences sexuelles, etc., les femmes noires et les femmes autochtones, elles sont concernées, bien sûr, et concernées peut-être encore beaucoup plus que souvent, c'est-à-dire souvent on a une image des féminicides à partir d'assassinats de jeunes filles, plutôt du cône sud, plutôt des jeunes étudiantes, plutôt blanches métisses et tout ça, et en réalité, les femmes autochtones et afrodescendantes sont assassinées de manière massive et particulièrement brutale depuis très longtemps, dans des cadres un petit peu, à la fois dans les mêmes et dans des cadres différents, c'est-à-dire qui mêlent à la violence sexiste des dimensions racistes et des dimensions de classe très, très importantes. Donc, avec des politiques d'extermination massives dans les quartiers populaires, en ville, et aussi dans les campagnes, et notamment autour des régions où il y a de l'extractivisme minier. Et donc, voilà, je voulais attirer un petit peu l'attention là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il me reste 5 minutes, grosso modo? Il te reste au moins 8 minutes. Waouh! Alors, du coup, peut-être je voudrais mettre plus en évidence un type de réflexion assez récent et qui me semble très important, qui, à la base, a été porté par des femmes et des féministes autochtones mayas du Guatemala, et puis après par toutes sortes d'autres, et puis aussi en même temps par des femmes autochtones boliviennes, mais enfin je parlerai plus des mayas, d'un couple qui s'appelle Amismasar, c'est l'acronyme, c'est les femmes de la montagne Xinca, donc des femmes non pas en fait mayas, mais Xinca en vérité, au Guatemala, qui à partir grosso modo de 2008-2010, ont commencé à se rapprocher du féminisme, tout en étant très actives dans les luttes contre l'extractivisme qui les frappait particulièrement dans cette zone-là, dans la montagne Xinca, donc une zone du sud, on va dire, du Guatemala. Et en réalité, donc, ça correspond, vous savez qu'à partir du début des années 2000, grosso modo, 2004, 2008, ça dépend, il y a eu un boom de l'extractivisme parce qu'il y a eu un renchérissement du prix des matières premières. Et donc, dans différents pays du continent, il y a un ensemble d'entreprises minières transnationales qui ont commencé à obtenir des concessions, souvent dans des conditions particulièrement problématiques, des concessions de terre pour pouvoir se lancer dans l'exploitation minière. Et ça a déclenché des résistances très importantes parce que ces entreprises transnationales, alors face aux résistances des populations, et notamment très souvent les concessions sont dans des régions autochtones et ou noires, et bien face aux résistances des populations, la réponse a été la répression, la militarisation, le déploiement de milices privées qui sont souvent, et dans le cas du Guatemala c'était particulièrement flagrant, qui réemploient les militaires et les forces de police de l'époque des guerres et des dictatures. Donc au Guatemala, dans les mêmes régions où il y a eu la guerre dans les années 80, la politique de la terre brûlée, maintenant il y a les concessions minières, il y a d'autres régions aussi, mais disons toute une partie des concessions minières sont dans les mêmes régions où il y a eu le plus fort de la guerre, et en fait c'est les mêmes
c'est quasiment les mêmes soldats et policiers qui, quelquefois devenus sécurité privée des entreprises transnationales, se retrouvent à nouveau à agresser les communautés et tout particulièrement les femmes de ces communautés et tout particulièrement en utilisant, en plus de toutes les autres formes de violence, un ensemble de violences sexuelles systématiques dirigées contre les femmes, notamment des viols, pour essayer de les intimider et de faire fuir les communautés pour pouvoir donc s'emparer à moindre frais des régions et des matières premières que ces régions renferment. Donc là, j'ai dit ça de manière assez générale, mais dans ce cadre-là, eh bien, dans la région de la montagne Xinca, donc, qui est une autre région, pas le nord du Guatemala où il y a eu la guerre, mais le sud, mais ça n'empêche, ce groupe Amis Massar a commencé à développer une double lutte et une double réflexion. Donc d'un côté, c'était un groupe de femmes qui avait tout un tas de problématiques, on va dire, autour notamment des violences à l'intérieur de la communauté, des violences sexuelles et sexuées, et puis de la part des hommes blancs métis, d'une part, donc cette défense contre la violence notamment, et puis d'autre part, cette problématique de l'extractivisme. Et elles ont, j'essaie de le dire en très résumé, hein, je ne rends pas tout à fait justice à la profondeur de leur lutte et de leur réflexion, mais du coup, elles ont mis ensemble les deux luttes et elles ont inventé un slogan qui a eu ensuite beaucoup d'écho, qui est la défense simultanée du territoire terre et du territoire corps. Et donc, elles ont en quelque sorte proposé une espèce de synthèse entre des luttes autochtones pour le territoire et des luttes, en quelque part, d'une certaine manière, environnementalistes ou peut-être même écologistes, d'une certaine façon, et puis des luttes féministes, donc la défense du corps et la défense du territoire. Et elles ont fait ça de manière en insistant aussi donc sur le présent, hein, sur la résistance actuelle, mais aussi sur l'histoire longue des agressions contre les femmes autochtones tout particulièrement, et puis contre le territoire. Et donc, cette histoire longue, c'est l'histoire en fait coloniale, hein, qui, dans le cas du Guatemala, voilà, ça a commencé il y a plus de 500 ans, et puis il y a eu une série de vagues de colonisation interne après la première phase de colonisation, même après l'indépendance, il y a eu plusieurs vagues de colonisation interne, et à chaque fois, ce sont les mêmes logiques, et à chaque fois, à la fois le territoire et le corps des femmes sont en première ligne des agressions, et aussi les femmes se retrouvent en première ligne des résistances. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à donner une espèce d'idée et d'explication, même si elle est rapide et très résumée, un petit peu simplificatrice, de donc, ce qu'elles ont appelé elles-mêmes le féminisme communautaire, dont un pas des slogans, c'est pas un bon terme, mais une des consignas, un des thèmes principaux est la défense simultanée et indissociable du territoire terre et du territoire corps. Et ça, je pense que c'est vraiment une réflexion et des luttes. Les deux sont liés, hein, les réflexions sont ancrées dans la lutte et la lutte est soutenue par ces réflexions. C'est des réflexions qui sont à la fois très novatrices, qui, on va dire, renforcent, dynamisent les luttes autochtones, les luttes environnementales et les luttes féministes et les luttes de femmes. Voilà. Et qui sont donc très originales et qui sont répandus en quelque sorte comme une traînée de poudre dans le reste du continent. Et à l'heure actuelle, il y a tout un tas de groupes et de mouvements qui revendiquent cette lutte et ce slogan de défense simultanée du territoire terre et du territoire corps. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné ce moment pour parler de ça. Merci à toi, Jules. Tu as abordé déjà plusieurs dimensions, des dimensions multiples du féminisme, et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en rediscuter pendant la période de questions, de discussion. Pour continuer dans des luttes concrètes, je laisse la parole à Carolina. Tu vas nous parler de ton parcours, mais aussi de ta rencontre avec cette organisation qui est Mujeres y Disidencia de la Sexta en la Otra Europa y Avia Yala. Et tu le prononceras et en parleras mieux que moi, donc je te laisse la parole. Merci. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour être présents et pour l'organisation de ce webinaire. Moi, je suis Carolina Bedoya, je fais partie donc de la collectiva Mujeres y Disidencias.
Et moi, je parlerai en tant que femme métisse, migrante, fille de travailleuses domestiques venue du quartier populaire de Medellín, Colombie, et qui habite à Paris et apprend à parler français depuis 4 ans. Donc, je m'excuse si ma parole n'est pas claire, car parfois, et c'est plus fort que moi, c'est ma bouche qui décide quand et comment parler de cette langue. Aujourd'hui, je ne vous apporte pas ma parole, mais la parole construite depuis la colectiva Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y a Piayala. Et c'est pourquoi je voudrais vous lire un texte qui dit un peu ce que nous sommes, pensons et sentons. Nous sommes sorcières et sirènes. Nous sommes langue et main. En bas, nous tissons. En bas, nous nous regardons. Avec nos mains, nous parlons. Avec la bouche, nous filons. Terre, terre, terre. Nous sommes louves et fourmis. Mère et orphelines. Nous construisons des banderoles, des fenêtres et d'écritures. Depuis des années, depuis des siècles, nous soignons et crions. Vive, vive, vive. Nous attendons et cheminons, tels que des escargots, tels des papillons. Nous voulons sans bruit, calme, attentive, légère et paissante, impatiente, fâchée, ici, ici, ici. Ne plus nous taire, ne pas nous arrêter, ne pas les laisser, ne pas nous laisser. Pleureuses et chanteuses. Ensemble, oui, nous pouvons, nous sommes là. Demain est aujourd'hui, et aujourd'hui sera demain. Jamais plus sans nous. Femmes et dissidentes de la Sexta dans notre Europe et à Piayala est un collectif de femmes et dissidentes qui luttent au niveau local et global, constitué comme un réseau de résistance et de rébellion au capitalisme et au patriarcat. Nous répondons à l'appel des femmes zapatistes à construire un autre monde où aucune femme ne se sent menacée par le seul fait d'être une femme et où soient reconnus et respectés les dissidents sexuels. Nous réagissons aussi par rapport à la convocation de la collective Mujeres y la Cesta de Ciudad de México, qui nous invite à ne pas cesser de nous organiser malgré la situation actuelle. Nous nous réunissons aussi pour réinventer nos formes de solidarité avec les résistances et les rébellions, en adhésion avec la 6e déclaration de la forêt Lacandona, suivant les 7 principes zapatistes et aussi avec la parole et l'écoute, avec le corps et dans beaucoup de chemins, par beaucoup de manières, avec beaucoup de calendriers et beaucoup de géographie pour se rencontrer. Nous avons pour objectif de créer un espace ouvert d'organisation à travers un réseau de soutien et de solidarité entre femmes et dissidentes organisées qui luttent pour la vie digne et la vie de la planète. Nous voulons ainsi fomenter des autres mondes, d'autres réalités, et ainsi que des alternatives au système capitaliste hétéropatriarcal qui nous opprime encore plus. Nous, les femmes, les dissidentes, les migrants et les populations qui ont été racialisées, nous cherchons à tisser des liens et à nous entrelacer en tant que réseau avec des autres luttes en partageant des connaissances ainsi que la capacité à agir pour nous fortifier comme femmes et comme dissidentes en défense des territoires. Nous voulons faire de notre parole une force pour visibiliser des luttes des femmes dans leur diversité et nous soutenir les unes et les autres, aussi bien que dans la lutte pour la vie que dans nos préoccupations et nos réalités quotidiennes. Nous voulons construire cette autre Europe, cet autre monde, pour sortir de l'individualisme, du colonialisme et du néocolonialisme, de l'industrialisme comme forme de contrôle du territoire et des personnes, et des faux conformes de capitalisme. Nous cherchons à changer le monde sans prendre le pouvoir et sans prendre part à la fausse démocratie des partis, en développant de nouvelles formes de vie basées sur les 7 principes de commander en obéissant zapatiste, à partir d'en bas et à gauche, par la construction d'un monde qui contient beaucoup de monde, face à la globalisation homogénéisante. Nous voulons développer des projets dans la pratique pour favoriser nos autonomies. Non seulement diffuser et être solidaires, mais aussi construire et nous construire en tant que femmes et dissidentes
libre et forte, à travers des projets basés sur l'autonomie et l'autogestion qui favorisent le bien vivre, c'est-à-dire qui respectent la nature et les différentes formes de vie. Nous voulons ainsi entrevoir notre économie, ou notre éducation, ou notre santé, à notre art, etc. Pour nous, en tant que femmes et dissidentes, les zapatistes et les femmes zapatistes sont comme un phare qui nous guide dans l'obscurité. Ils, elles et Joas, pour nous, représentent aujourd'hui l'une des apuestas políticas les plus claires et qui donnent le plus espoir au milieu des réalités qui nous disent que nous ne pouvons pas concevoir d'autres formes de vie en dehors du système capitaliste et patriarcal. Ils et elles et Joas nous ont montré par leur lutte que nous pouvons nous permettre de rêver à d'autres mondes, mais que pour le faire, il faut se rencontrer et travailler collectivement. Car seul, il est impossible de conserver l'hydre capitaliste. C'est un système impossible à humaniser. Et c'est pourquoi il faut cesser d'être sentinelle et les gardiens de la chambre où habitent ces monstres. Et d'arrêter de se battre pour posséder les clés de ce chambre. Que notre lutte ne soit pas d'essayer d'entrer ou d'être les gardiens de la pièce, mais d'essayer d'en sortir. Nous pouvons être des masses qui abattent les murs de ces pièces, mais nous pouvons aussi être des graines de résistance et d'organisation collective, que nos racines s'étendent, chacune à son rythme et à sa manière, produisant de nouvelles pousses, et que nos racines commencent à briser le pavé et les murs de béton de la pièce où habite le monstre. Après cette présentation du collectif, nous aimerons vous raconter le début de la construction de ces ponts entre Avellala et l'autre Europe, appelée par les compas zapatistes la montagne en alta mar, une invasion consensuelle. La montagne à notre mer, une invasion consensuelle. Nous allons donc revenir un peu en arrière. Entre le 8 et le 10 mars 2018, environ 9000 femmes de différentes géographies et réalités, dont 2000 étaient des femmes zapatistes, se sont réunies autour de la première rencontre internationale politique, artistique, sportive et culturelle des femmes qui luttent, réalisée dans les terres rebelles et autonomes zapatistes. À la fin de ces rencontres, les compañeras zapatistes ont allumé une bougie qu'elles ont partagée avec chaque compañera présente. Alors, nous voudrions lire un extrait des paroles des compañeras zapatistes. Cette petite lumière est pour toi. Emporte-la, sors et compañera. Quand tu te sentiras seule, quand tu auras peur, quand tu sentiras que la lutte, c'est-à-dire la vie, est très dure. Allume-la de nouveau dans ton corps, dans ta pensée, dans tes tripes. Et ne la laisse pas là. Amène-la au disparu. Amène-la au assassiné. Amène-la au violé. Amène-la au frappé. Amène-la au harcelé. Amène-la aux violentés de quelque manière que ce soit. Amène-la aux migrantes. Amène-la aux exploitées. Amène-la aux mortes. Amène-la et dis à toutes et à chacune d'entre elles qu'elle n'est pas seule et que tu vas lutter pour elle. Que tu vas lutter pour la vérité et la justice que sa douleur mérite. Que tu vas lutter pour que la douleur qu'elle porte ne se répète pas chez une autre femme dans n'importe quel monde. Amène-la et transforme-la en rage, en colère, en décision. Amène-la et réunis-la avec d'autres lumières. Amène-la et peut-être qu'ensuite, il te viendra à l'idée qu'il n'y aura ni justice ni liberté dans le système capitaliste patriarcal. Et alors, peut-être qu'on se retrouvera pour mettre le feu au système. Et peut-être que tu seras à nos côtés pour faire attention que personne n'est assez fou jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Et donc, sœur et compagnera, ce jour qui sera nuit, peut-être pourra-t-on dire avec toi. Bon, eh bien maintenant, oui, on va commencer à construire le monde qu'on le mérite et donc on a besoin. Et donc oui, peut-être que l'on comprendra qu'a commencé le véritable travail et que maintenant, comme on dirait, qui dirait, ne fait que s'entraîner, on se chauffe quoi, pour bien savoir le plus important dont on a besoin.
Et ce dont on a besoin, c'est que jamais aucune femme, quel que soit son monde, quelle que soit sa douleur, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa culture, n'ait pas peur. Car ici, on sait bien que quand on dit « ya basta », c'est que le chemin commence à peine et qu'il manque toujours ce qu'il manque. J'aimerais maintenant vous partager en espagnol un morceau de discours d'ouverture de ces rencontres par la compañera insurgente zapatista Erika. Tal vez, cuando ya acabe el encuentro, cuando regresen a sus mundos, a sus tiempos, a sus modos, alguien les pregunte si sacaron algún acuerdo, porque eran muchos pensamientos diferentes los que llegaron en estas tierras zapatistas. Tal vez entonces ustedes responden que no, o tal vez responden que sí hicimos un acuerdo. Y tal vez, cuando les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan, acordamos vivir. Y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo. Somos iguales porque somos diferentes. Comme vous le savez, ou peut-être pas, les zapatistes partent avec de nombreuses métaphores. Lors de l'ouverture de la rencontre des femmes qui luttent en 2018, elle parlait à tous les compañeros et expliquait que nous sommes les mêmes parce que nous sommes différentes. Nous sommes quelque chose que nous nommons forêt, ou cela que vous nommez montagne. Et donc, dans cette forêt ou montagne, il y a beaucoup d'arbres différents, des ocotes ou des pins, des coavas ou des cèdres, des bajaltes ou de nombreux types d'arbres. Mais chaque pin ou ocote n'est pas pareil, et même chacun entre eux est différent. Comme la forêt, les femmes, nous aussi, on est différents entre nous. Mais ce qui nous rend égales, c'est la violence et la mort qui nous sont imposées. Puis, le 5 octobre 2020, les zapatistes, à travers un communiqué intitulé « Sixième partie, une montagne à notre mère », que vous pouvez lire sur le site enlace zapatista.sln.org.mx. Dans cette déclaration, le voyage en Europe a été annoncé. Cette décision a été prise, à notre raison, parce que depuis plusieurs décennies, des femmes, des hommes et autres d'Europe et d'ailleurs ont voyagé des centaines et des milliards de kilomètres vers les terres zapatistes. Les zapatistes apprécient cette solidarité et sont conscients de l'effort matériel et symbolique que cela représente. Cependant, les zapatistes disent dans certains de leurs communiqués sur ces rencontres que maintenant, ce qui les intéresse le plus, c'est de pouvoir rencontrer ces personnes qui n'ont jamais pu aller en terre zapatiste, et aussi ceux et celles qui ne connaissaient peut-être même pas la lutte zapatiste. Cette invention conceptuelle de l'Europe est dirigée par une délégation composée en majorité de femmes zapatistes du Conseil national indigène, du Conseil indigène gouvernement, CIG, et du Front des peuples de Puebla, de Morelos, de Puebla et de Tlaxcala, qui prévoit de toucher les terres européennes le 15 juin de cette année. L'arrivée de cette délégation s'inscrit pour nous dans la continuation de la rencontre des femmes qui luttent et comme le début de la construction d'un pont qui nous permettra de dépasser non seulement les frontières géographiques, mais aussi et surtout les limites culturelles, linguistiques, etc. Pour les zapatistes, ce n'est pas un voyage pour évaluer les luttes ou pour savoir lequel est le plus révolutionnaire, mais bien pour échanger des expériences à partir des différences. Les femmes zapatistes ont salué et embrassé les luttes des femmes dans cette géographie avec respect et admiration pour les femmes migrantes ou pas, avec ou sans organisation, femmes sans papier ou non, celles qui sont dans les rues ou dans les bars en Europe qui souffrent de disparitions, de coups, de blessures, de démembrements et de morts. Elles saluent leur lutte, leur résistance, qu'elle soit grande ou petite, médiatique ou non, qu'elle soit ou non à la mode. Nous, en tant que collectif de femmes et de dissidences, nous ne voyons pas ce voyage comme une action de solidarité de nord global vers le sud, mais comme un moment de rencontre dans cette autre Europe, l'Europe d'en bas et à gauche. Cette autre Europe également pilier, colonisée, dépouillée de ses territoires, de ses connaissances et de sus sentidos,
Alors, l'importance de ces voyages rencontres, c'est que ce soit aussi un prétexte dans cette géographie pour nous voir, nous reconnaître, nous rassembler et montrer ces autres réalités en Europe qui peuvent aussi être très lointaines pour les gens de Aviala. Parce qu'en los nortes también hay sures. Dans le nord, il y a aussi des sud. Cela n'invalide pas non plus que nous ne reconnaissons pas et n'oublions pas nos propres privilèges dans cette géographie. Cela nous éclaire. Nous sommes dans les tripes de la hydre capitaliste. En tant que femmes dissidentes, nous voyons la nécessité d'articuler nos luttes car nous sommes confrontés à un monstre et ce qui nous ensemble et ce qui n'est qu'ensemble que nous pourrons démanteler et briser toutes les oppressions. Les combats zapatistes nous offrent une grande opportunité pour trouver, comme ils disent, entre tant de différences, de distances et même d'enemistades, de pouvoir être capable de se réunir avec l'autre, sans se mimétiser, sans s'imposer, sans se subordonner, sans se rendre, sans se vendre, sans se céder, sans cesser d'être ce que nous sommes, nous oublier notre essence et nos histoires. Au cours des derniers échanges avec les zapatistes, ils et elles et Joas nous ont dit, nous savons qu'il y a une distance entre les races et la culture, la langue, les croyances, mais nous nous sentons plus proches de la personne blonde, grande, aux yeux clairs, qui parle une langue incompréhensible pour nous. Il y a des manières que nous n'arrivons pas à comprendre et une façon de voir le monde et de se voir autrement et que pourtant à travailler comme cerveaux en distribuant des pizzas et en se portant à patron et en subissant toutes les violences pour obtenir un salaire et venir dans les montagnes du sud-ouest mexicain pour nous dire que nous n'étions pas solos. Nous pensons que nous pouvons trouver cette femme, cet homme, cet autre et lui dire que nous sommes différents et lointains, diferentes, distintos y distantes, mais qui nous rend égaux face à une réalité de misère, de destruction et de mort. Peut-être que nous pourrions parler de ces misères, partager ces rages, nous raconter nos réussites et nos échecs. Il est possible que ce soit l'infinitéssimale probabilité que nous arrivions à l'accord, en fraternité, en complicité, à la conclusion qu'il est possible de vaincre l'hydre ou non pas avec une unité, homogénéité ou hégémonie, mais précisément avec ces différences qui nous éloignent. Il me manque quelques minutes, donc je ne sais pas si je peux continuer ou... T'autorise à conclure. 2 minutes, désolé. Encore 2 minutes, je pense que c'est possible et après. Oui, c'est vrai. 1 minute en plus. C'est pourquoi, de cette haute Europe, nous avons décidé de répondre à l'appel des compañeras zapatistes du CNI, de la CIG et du Frente de Pueblos. Depuis octobre de l'année dernière, nous avons commencé à nous organiser dans des commissions de genre à niveau local, régional et continental, en essayant de converger à partir des centaines de réalités et des origines multiples. Notre intention, à qui son nom, a été que ces espaces soient le plus ouverts possible à la participation des collectifs et des personnes sans organisation. Parce que nous ne voulons pas qu'avec même de nos bonnes intentions, nous finissions par reproduire encore une fois un paternalisme en parlant de la douleur de l'autre. Dans ces espaces de rencontre pour l'organisation du voyage zapatiste, en tant que femmes de diverses géographies en Europe et de nombreuses origines, nous sommes conscientes que même si nous sommes empathiques face à la douleur de l'autre, nous ne pourrons jamais et nous ne voulons pas parler en son nom. C'est pourquoi nous croyons nécessaire de continuer à construire des espaces où toutes puissent raconter leur propre histoire et lutter dans nos temps et formes. Et acuerparnos, nous sommes lassés dans la complicité, dans la nécessité et dans l'acte le plus révolutionnaire de cette époque, de rendre nos vies plus vivables. Merci. Yes. Merci beaucoup, Carolina, pour
ces beaux messages que tu nous as partagés. Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, on en reparlera sans doute, mais tu parlais de la délégation de camarades zapatistes qu'on va pouvoir accueillir cet été. Et juste pour en faire mention, FAL participe, France-Amérique latine participe à l'accueil de la délégation qui vient cet été pour la conquête à l'envers et des échanges qui s'annoncent déjà très riches. FAL participe donc au niveau national, mais je vous invite tous et toutes qui sommes ensemble finalement, qui êtes derrière vos écrans, à peut-être contacter les comités locaux de FAL, puisqu'ils sont nombreux à être investis dans la préparation de cet événement. Maintenant, je vais me tourner vers Francisca Fernandez de la Coordinadora 8M de Chile, qui va sans doute nous parler de cette autre expérience complémentaire. Enfin, on en reparlera parce que ça mérite, je pense, un échange. Une autre tentative d'articulation qui est celle de la Coordinadora Internacional et celle de la Coordinadora 8M Chile. Voilà, je te présente pas plus que ça, je te laisse le soin de te présenter, Francisca, et je te laisse la parole. Et bonjour, je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation à France Amérique latine. Ça s'écoute bien? Oui? Ouais, d'accord. Très bien. Merci. Merci à Jules et Caroline pour votre exposition. Merveilleux tout. Très, très content. Et je suis Francisca Fernández de Roguet. Je suis membre de la coordinatrice féministe 8 mars, coordinadora feminista 8 de marzo, et du mouvement pour l'eau et les territoires. Je suis anthropologue. Et, bon, je parle français car je suis née en France pendant l'exil de mes pères. Alors, j'ai une histoire aussi avec le français. Étant que coordinatrice féministe de 8 mers, nous avons émergé il y a environ 3 à 4 ans dans le cadre de diverses mobilisations féministes contre l'harcèlement sexuel et la violence structurelle patriarcale, positionnant un féminisme territorial et communautaire et revendiquant la mémoire des ancêtres, des femmes, des filles et des dissidents. Il est important de souligner que notre combat est contre toutes les formes d'oppression, de le colonialisme, de capitalisme et de patriarcat, en particulier contre la précarité de nos vies, la discrimination et la violence structurelle. Étant que coordinatrice féministe, nous partons également d'un féminisme internationaliste, transfrontalier, dans lesquels nous avons été intimement liés aux luttes d'Amérique latine. On aime parler d'Abya Yala et du monde. Nous nous organisons à partir, la coordinatrice, à partir de divers comités. Un comité, c'est droits humains, autre comité, migrants. Moi, je suis du comité socio-environnementaux. Il y a un comité qui s'appelle Enfance, un comité très important dans la coordinatrice, c'est le comité d'ouvriers et syndicalistes, dont d'autres se réunissant périodiquement en assemblée. Mais maintenant, dans cette époque, aujourd'hui virtuellement. Et plus précisément, je suis du comité socio-environnemental dont nous avons configuré un féminisme des peuples, Feminismo de los Pueblos, en coordination avec des compas d'Argentine, par exemple les compas Las Pibas del Agua, les femmes de l'eau. Au Pérou, les compas Resistencia Rabona, Résistance Rabona, et du Mexique aussi, pareil que Caroline, Mujeres y la Sexta. Ça, c'est important. Et en plus de maintenir un lien avec les féministas d'Abya Yala et les femmes kurdes. C'est très important maintenant aussi
tout le travail qu'on a fait avec elle. Alors, dans ce féminisme internationaliste qu'on travaille maintenant. Notre combat fondamental est pour la déprivatisation des actifs de la communauté naturelle, d'une action anti-extractiviste et anticapitaliste. Notre féminisme est anticapitaliste. Je crois que c'est très important. Et c'est une différence qu'on a avec des autres féminismes au Chili, qu'on appelle un féminisme plus libéral, pour dire de cette manière. Notre objectif principal est l'abrogation du code law, Código de Aguas, car au Chili, à la suite de la Constitution de 1980, pendant la dictature civico-militaire de Augusto Pinochet, ce code est créé qui privatise, commercialise l'eau, créant un marché de l'eau à travers la figure des droits d'utilisation de l'eau. C'est un marché, c'est ça. C'est terrible aussi au Chili, le thème de l'eau. À cette époque, nous avons rendu visible comment l'extractivisme et ses effets s'intensifient dans les corps des femmes, des filles et des dissidences sexuelles, en particulier des peuples autochtones, des afros, des femmes noires, des migrants et des secteurs populaires, urbains et aussi paysans, opérant de la même manière l'exploitation du territoire vers la nature et vers nos corps. Je crois que c'est très important et Jules aussi parlait de la même chose. L'extractivisme configure des territoires et des économies masculinisées, ça c'est important de dire, dans lesquelles les femmes subissent au quotidien différents types de violences, mais aussi dans laquelle la précarité de nos vies se perpétue toujours. Les femmes sont celles qui ont l'emploi les plus précaires au Chili et au monde, je crois que c'est la même chose, avec des salaires plus faibles dans un contexte de sous-emploi où le travail de soins est également rendu invisible, travail qui s'intensifie dans les territoires sacrificiés. Nous devons organiser et entretenir la vie en prenant soin de ceux qui nous entourent, des animaux, des vergers, dans des situations de grande hostilité de la part des entreprises extractivistes. Aussi, Jules et Carolina ont parlé des choses pareilles. Nous, les femmes, vivons des situations de violence sexuelle dans des territoires avec des enclaves minières, forestières et agro-industrielles, où, par exemple, l'une des zones rouges au Chili autour du tas élevé de lesbofémicide est la 5e région de la chaîne des montagnes, lieu emblématique de l'agro-industrie. De la même manière qu'on exploite et on domine la nature, on contrôle notre corps. Depuis octobre 2019, nous vivons ici au Chili dans une révolte populaire, dans laquelle l'une des principales revendications est une nouvelle constitution qui met fin à la constitution de la dictature civico-militaire à travers un ensemble constituante. Nous sommes maintenant confrontés à une élection. Maintenant, notre élection va être au mai, 15 mai, à venir pour choisir les personnes qui feront partie de la soi-disant convention constitutionnelle, dans laquelle divers collègues, copains, compas, du coordinatrice féministe UMA se présentent comme candidats. C'est mon cas aussi. Dans le cadre de l'augmentation de la criminalisation et la répression de la contestation. Nous continuons donc à résister et à déborder les rues et tous les espaces à partir desquels influencer. Nous aimerons réfléchir à la formation d'un réseau de femmes sur Nord où nous pouvons rendre visible la solidarité entre les peuples, pour le soutien mutuel, mais aussi pour la mobilisation simultanée, pour se rendre compte que notre lutte est de nature internationale, de sorte que la seule voie de changer notre monde, c'est transformer tous les mondes. Grand parole des femmes zapatistes et des dissidents. Notre appel est de continuer à filer, à tisser la résistance, et cela demande du temps, du dévouement et un moment où la solidarité prend un caractère urgent. Ce type d'instance ici est fondamental pour consolider une voie mondiale à partir de la multiplicité de voies pour mettre fin à ce système monde qui a privilégié les profits économiques sur nos vies. Merci pour l'écoute. Arriba las que luchan.
Merci beaucoup pour cette belle intervention, Francisca. Alors, déjà, j'en profite avant toute chose pour rappeler aux personnes qui nous suivent que vous allez pouvoir enfin poser vos questions, faire vos commentaires. Je pense que c'est aussi ce qu'attendent nos intervenantes pour pouvoir vraiment avoir la possibilité d'échanger avec vous. Je crois qu'on est toutes dans cette perspective-là. Mais je vais utiliser mon droit d'animatrice pour pouvoir poser, moi, les premières questions, parce que j'aimerais revenir sur plusieurs choses que je trouve qui apparaissent en fait transversalement dans vos interventions. Alors, vous avez déjà commencé finalement à répondre hein, dans vos interventions. Vous avez toutes évoqué, alors je reprends les mots des unes et des autres, mais ces imbrications d'oppression, en fait, ce que d'autres appellent intersectionnalité, non cette imbrication entre les oppressions, entre les rapports en fait de classe, de genre, de race. Évidemment, hein, le lien entre système patriarcal et système capitaliste, mais aussi cette dimension très forte des féminismes latino-américains et je pense particulièrement au féminisme communautaire, cette lutte pour à la fois la réappropriation du territoire corps et du territoire terre dans le cadre particulièrement d'économie extractiviste. Pour moi, il s'agit là d'un des principaux enseignements en fait, des féminismes, des luttes féministes latino-américaines. Pour reprendre un petit peu là-dessus, comment est-ce que vous décririez les enseignements des luttes, on va dire, de ces dernières années en termes de stratégie, justement, en termes de consignes, au regard des évolutions qui ont eu lieu ces dernières années. Disons, voilà, chacune depuis votre point de vue qui est complémentaire, comment est-ce que vous décririez voilà, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en valeur dans ces enseignements qu'on peut tirer? Et j'enchaîne directement avec une autre question, comme ça après je vous laisse toute la place. Particulièrement peut-être pour Carolina et pour Francisca, vous présentez deux modes, on va dire, de structuration des luttes féministes internationalistes, qui sont issues de cultures politiques sous-jacentes différentes, mais avec cette même dimension internationaliste. Et j'aimerais qu'on puisse revenir justement sur peut-être, je ne sais pas comment vous le voyez, mais cette complémentarité, les liens aussi qu'il y a, hein, évidemment, tu le disais, Francisca, entre ces différentes perspectives de structuration du mouvement féministe internationaliste. Voilà. Et maintenant, je vous laisse la parole. À vous, rien qu'à vous. Faut nous dire dans quel ordre. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Carolina. Non, vas-y, Jules. Que yo vaya, bon. Qu'est-ce que je vais dire parce que j'ai vu aussi qu'il y a une question sur le chat, mais du coup, je ne sais pas, parce que la question, c'est les différences entre les mouvements féministes européens et latino-américains, et peut-être ça a un rapport avec la question que tu as posée, Lauriane. Donc, moi, j'aurais envie de dire, il y a beaucoup de différences et il y a beaucoup d'enseignements, c'est difficile, il y a tellement de choses, mais je pense pour moi qu'une des choses importantes quand même de ce que je connais des féminismes latino-américains et des Caraïbes, c'est peut-être un peu la différence de la France, c'est la volonté de s'organiser et
la capacité à créer des organisations, pas juste à faire des groupes et puis après se dissoudre ou bien se diviser. Bon, je comprends la volonté de faire des groupes particuliers et les différences politiques, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est par exemple comment, notamment les féministes du continent, elles ont réussi à faire depuis 81 jusqu'à maintenant des rencontres continentales tous les 2 ou 3 ans. Là, j'ai un peu perdu le compte, mais même quand elles sont hyper opposées, même avec des différences politiques importantes, elles réussissent à travailler ensemble, elles passent au-dessus de certaines oppositions pour faire certaines choses en commun. Ça ne veut pas dire qu'elles se pardonnent tout, qu'elles font n'importe quoi, mais ça veut dire qu'elles ont une, entre guillemets, maturité que moi je leur envie bien souvent, quoi. Et cette tradition aussi de construction et d'organicité, je ne sais pas comment le dire autrement, voilà, c'est lié à plein de facteurs aussi, c'est pas juste la volonté, etc. C'est lié à une longue histoire politique et puis aussi une composition sociale et une situation sociale, politique, économique différente, hein, c'est sûr. Par exemple aussi le fait qu'il reste encore dans la plupart des pays une forte population rurale et paysanne, que les familles soient plus grandes, soient plus souvent on va dire plus structurées, les communautés villageoises ou bien dans les quartiers peut-être aussi, ça joue, c'est des éléments d'explication. Voilà, je ne dis pas en plus que je suis en faveur spécialement de la famille, ou ça dépend de quel type de famille, mais bon, toutes ces choses-là, ça fait des différences par rapport à des sociétés plus individualisées comme il peut y avoir ici, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Carolina et Francisca. C'est fini pour moi. Et bon, de ma part, c'est un peu difficile aussi d'essayer de faire une comparaison, parce que je pense que chaque féminisme, il y a plusieurs féminismes, donc je pense que chaque organisation répond aussi à son contexte. Et je coïncide un peu avec, je coïncide beaucoup avec Jules en disant qu'ici en Europe, on n'est plus confronté à cette vie individualiste. Donc, et c'est vraiment difficile à faire des liens. Même pour nous, les femmes migrantes qui arrivent ici en Europe, c'est vraiment difficile de trouver des espaces pour s'organiser. Que ce ne soit pas seulement avec des femmes migrantes non plus. C'est vraiment difficile de trouver des endroits où on peut se sentir vraiment confortable, et avec ces différences culturelles aussi et linguistiques. Donc, ce n'est pas parce que les féministes ici, ils sont méchantes et là-bas, nous sommes gentils. C'est parce que vraiment, on ne sait pas comment encore construire dans cette différence aussi. Hein? Parce que finalement, c'est pas... on ne voulait pas avoir un féminisme en nous toutes. On est complètement égaux et on sont tous pareils. Donc, moi, je vois aussi une différence entre ces deux féminismes de ces géographies différentes. C'est le contexte justement de la violence ou de la précarité qu'on a besoin vraiment aussi de construire au quotidien. Donc, et c'est de répondre à des contextes très violents, à la précarité aussi. Donc, je sens aussi qu'il y a un côté comme de complicité aussi. Et moi, j'utilisais ce mot qui c'est vraiment difficile pour moi de trouver une traduction, c'est l'acuerpamiento. Ce n'est pas non plus l'empathie, c'est pas pour... Et moi, je sens ta douleur. J'essaie d'imaginer comment tout est son. C'est vraiment de prendre avec le corps et essayer aussi de savoir même que je ne sens pas ta douleur, parce que chaque corps est différent et chaque corps sent de façon différente, mais essayer quand même de l'embrasser. Et l'embrasser, c'est au quotidien et c'est dans les petites choses de la vie quotidienne aussi. Donc, je ne sais pas si j'étais vraiment claire, mais je trouve un peu ces différences dans les petits détails qui, pour moi, il me semblent très, très importants aussi.
pas, quelqu'un dit que c'est faire corps, mais moi, je ne suis pas à l'aise avec cette traduction. Peut-être c'est mon problème avec la langue française. Donc, je ne sais pas parce que acuerpamiento, moi, je le sens tellement... Peut-être que je l'idéalise aussi. Bon, ici, on parle la même chose, acuerpar. C'est le corps qui abrace, comme dit Caroline. Je ne sais pas comment dire, mais c'est un corps communautaire. Ça, c'est l'importance. C'est très beau, la parole, acuerpar, parce que c'est une invention, mais elle est pratique. Et alors, elle est encore d'une organisation. Bon, je crois que les différences qu'on voit entre le mouvement féministe d'Europe et latino-américaine, il y a, je crois, clairement que Jules et Caroline ont le dit, mais c'est le contexte colonial qui se perpétue dans l'entreprise extractiviste, qui se perpétue dans la violence structurelle, mais non seulement pour les femmes et les dissidences, aussi avec l'enfance. Au Chili, avec les migrants, c'est terrible. Avec les communautés haïtiennes, colombiennes, c'est très difficile. On a une structure de violence qui est permanente. Je crois que c'est très difficile. Et autre dimension que c'est fondamentale dans cette différence, je crois que c'est la base féministe. Le féminisme du peuple, le féminisme territorial communautaire, c'est justement ça. La base de la lutte est communautaire. Ça, c'est aussi une différence avec un féminisme qu'on pourrait dire européen. Et au Bolivie, on dit une phrase que j'aime beaucoup, qui se dit « hasta la comunidad siempre », jusqu'à la communauté toujours. C'est merveilleux, parce que ça, c'est l'horizon, c'est, je peux dire, la base de transformation qu'on pense du féminisme d'Abya Yala. Aussi, on parle plus de Abya Yala que d'Amérique latine, que c'est une construction aussi tellement coloniale. Alors, je crois que la communauté et le contexte colonial sont les deux grands bases qui nous différencient de cette pratique d'un féminisme européen, mais aussi, il y a un féminisme européen qui est migrant, qui est afro, qui est autochtone aussi. Je crois que c'est important de dire ça toujours. On pourrait dire que c'est la différence du féminisme plus classique, mais des féminismes, on pourrait dire, des peuples aussi s'habitent et aussi existent en Europe. Et je crois que c'est fondamental de dire dans cette distance que c'est ça. Alors, ouais, hasta la comunidad siempre. Je crois que c'est une grande phrase pour dire toujours. C'est un féminisme collectif. Et ça, c'est une différence. Alors, vous avez été plusieurs à faire mention notamment de la différence peut-être matérielle aussi et historique qu'on retrouve ici en Europe et particulièrement en France, avec son histoire coloniale. Enfin, en tout cas, la France fait partie des pays du Nord, alors que l'Amérique du Sud fait partie des Suds. Carolina, tu as un peu parlé aussi de la difficulté de trouver des espaces ici en Europe pour militer, que toi, tu t'étais pas tout de suite senti à l'aise pour militer. Ça pose la question aussi de la place de ces débats-là, ici, surtout à la période actuelle, sur l'intersectionnalité, l'imbrication des rapports de domination. Il y a une question qui a été posée sur la place justement de l'intersectionnalité dans la recherche. On invite la personne qui a posé la question peut-être à reformuler ou alors à préciser si ma proposition de reformulation convient. Est-ce qu'il s'agirait de savoir finalement quels sont les financements? Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de faire de la recherche dans ce domaine? Quelle place prend la recherche sur ces questions d'imbrication des rapports de domination selon vous? Et c'était une question a priori adressée à Jules, mais peut-être que Carolina, Francisca aussi, vous avez des réponses, mais en fait en termes d'enjeux et de difficultés pour réussir aujourd'hui à aborder et à lutter contre toutes ces oppressions qu'on connaît bien aujourd'hui. Peut-être du coup, ce que je vais dire, c'est que
voilà, les théories de l'intersectionnalité, de l'imbrication des rapports sociaux et tout, qui ont été formulées à la base, surtout pour l'imbrication des systèmes d'oppression, c'est le combat River Collective, c'est des féministes noires, de classe populaire, et c'était dans le cadre vraiment de lutte et de lutte collective pour la justice sociale, et pas seulement pour elle, mais pour transformer radicalement à la fois le système capitaliste, patriarcal et raciste. Donc, dans ce cadre-là, c'est important, il me semble, d'essayer de s'approcher de ces théorisations et de ces luttes, chacune depuis et chacun depuis nos places particulières. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont pour la survie, pour la lutte, et depuis les mouvements sociaux, avant d'être des domaines de recherche. Hein. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que en fait, c'est plus ou moins facile de le faire selon qui on est, parce que si on est par exemple une femme racisée et de classe populaire, et c'est beaucoup plus difficile, et on se fait beaucoup plus taper sur les doigts, maltraiter, engueuler, etc. Et puis, si on est un homme blanc de classe moyenne, ça passe beaucoup mieux, par exemple. Et puis, si on est comme moi, intermédiaire, entre guillemets, c'est pas du tout le bon terme, mais enfin, en tant que lesbienne et en tant que femme, ça passe pas très bien, mais ma position de classe et ma position de race me permettent quand même de dire et faire des choses que d'autres personnes pourraient pas dire et faire. Parce que ce qui est très, très frappant, c'est que bien souvent, bien souvent, la parole des femmes racisées et de classe populaire, quand elles parlent de ça, leur parole est complètement invisibilisée ou même attaquée. Et d'ailleurs, même quelquefois sans être de classe populaire, il n'y a qu'à voir le traitement qui a été réservé aux propos de Audrey Pulvar tout récemment, là, et de tant d'autres. Hein. Donc voilà, je pense que là, à l'heure actuelle, on est dans un moment particulièrement pas chouette. C'est lié à plein de choses, à la catastrophe économique entraînée par la gestion catastrophique de la pandémie par ce gouvernement et tout ça, et puis aussi au fait qu'ils sont déjà en train de se battre comme des chiens, avec mon respect pour les chiens, hein, pour les présidentielles, quoi. Donc, dans cette tourmente-là, le discours est extrême droitisé plus que jamais, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, du coup. Merci beaucoup, Jules, pour ta réponse. Je ne sais pas, Carolina ou Francisca, si vous voulez ajouter quelque chose sur peut-être la difficulté à porter ce discours, justement, ce concept d'intersectionnalité, la difficulté ou non, la différence qu'il peut y avoir aussi dans les difficultés qu'on rencontre à défendre cette perspective en Amérique latine et ici. Peut-être que Carolina, ça a à voir aussi avec la façon dont tu trouvais ta place ou non pour militer parmi nous en Europe. Je ne sais pas, je vous lance cette question si vous avez quelque chose à ajouter. Pour ma part, c'est pas seulement en tant que militante, c'est aussi en tant que femme non européenne qui essaye aussi de faire des études ici en France. Donc moi, j'ai fait un master en anthropologie et je travaille sur les travailleuses du sexe, donc c'est pire encore. Et maintenant, comme vous le savez, peut-être pas, et aujourd'hui, et pas depuis l'année dernière, on est obligé de payer beaucoup pour faire des études ici. Et autant qu'étrangère non européenne, donc déjà, ça part un peu mal. Trouver les bourses pour faire de la recherche en sciences sociales et en plus en anthropologie, donc c'est plus compliqué en plus, et les sujets aussi. Donc oui, il y a une augmentation des frais de scolarité depuis, il me semble, depuis l'année dernière. Plusieurs universités, ils se sont opposés à cette augmentation. Et par exemple, moi, je suis à la seconde nouvelle, et là-bas, l'université a pris cette décision. Donc, c'est horrible parce qu'on est en contexte de pandémie. En anthropologie, on doit faire du travail de terrain.
Donc, plusieurs d'entre nous, c'était pas possible de partir en Amérique latine. Et en plus, donc, on était obligé de redoubler le master pour essayer donc de faire le travail terrain et en plus pour essayer de faire un bon travail après pour essayer de faire une thèse. Et même dans cette condition, l'université a pris cette décision de faire l'augmentation des frais de scolarité. Donc, on doit payer plus de 3 770 euros. Donc, et en plus, une grande partie de nous comme étudiants, on fait des travaux soit au bar, soit dans les restaurations. Donc, on dépend aussi d'un travail qui aujourd'hui, c'est compliqué de faire. Donc, dans tous les cas, c'est compliqué aussi. C'est tellement compliqué. Donc, c'est un contexte particulier aussi, mais... Je trouve que Jules et Caroline ont dit beaucoup de choses. Elles habitent là-bas. Pour moi, c'est un peu plus difficile de parler de cette... Mais je crois que c'est important pour les femmes, les peuples qu'on habite en Amérique latine, penser la recherche collaborative et solidaire. Je crois que c'est une base pour penser la relation avec Amérique latine et Europe. Et dans cette dimension, je crois aussi c'est important le travail qu'on a fait ici en Amérique latine des ans 70 sur les recherches, actions participatives. Et il y a un travail merveilleux, Brésil, Colombie, Chili, Argentine, expérience de 40 ans travaillant de ces perspectives. Alors je crois que c'est important de travailler de ce lieu. C'est une recherche militante, on pourrait dire. Et aussi, on n'aime plus ici parler pas d'intersectionnalité, on parle de tejido, tissu. C'est une parole d'une sociologue, Silvia Rivera Cusicanqui, elle parle des tissus, des oppressions, mais aussi des tissus de lutte. Et je crois que c'est une parole différente on pourrait penser la relation aussi avec ces féministes et aussi penser la recherche. Alors, j'invite ces paroles. Et autre thème que je crois que c'est très important dans ce travail, c'est le métissage. Un métissage décolonial. Ici, on parle au Chili dans la langue des peuples mapuche, on parle de champurria. Ou Silvia Rivera Cusicanqui, avec des peuples aymara quechua, parle de tchéchie. Aussi, on doit penser non seulement les peuples autochtones, les migrants, les afros, mais aussi le métissage, mais décolonial. Pas de l'État, sinon le métissage des peuples. Alors, je crois que c'est des thèmes aussi qu'on doit considérer quand on parle des recherches, la relation avec les sujets d'études. Je crois que ce sont des thèmes que l'on peut parler. Ça. Oui, merci beaucoup, Francisca, pour les apports aussi, les références. Une question qui nous est arrivée aussi, c'est celle de la distinction ou non que vous faites en fait quand vous parlez, peut-être préciser un petit peu ces concepts de territoire-corps, territoire-terre. Est-ce que vous faites directement le lien avec l'écoféminisme? Est-ce que vous établissez des distinctions? Et voilà, est-ce que vous considérez que ces mouvements ancrés dans les thématiques, dans les problématiques plutôt territoriales, ont été moteurs? Est-ce que les mouvements latino-américains ont été moteurs pour les mouvements écoféministes actuels? Alors, je ne sais pas qui voudra se charger de répondre en premier et depuis sa perspective. Moi, je crois, bon, l'écoféminisme, c'est une référence pour nous, mais le féminisme territorial, c'est différent. On pense dans les relations du tissu avec le capitalisme, le patriarcat et l'extractivisme. Je crois que c'est important. Notre regard féminin territoire, c'est un féminisme pour la libération.
et non seulement de la nature, sinon des collectifs. Alors, c'est une référence, mais je ne crois pas que c'est l'unique. On pense des fois, je crois, des mémoires des ancêtres, des femmes qui ne s'appellent pas féministes, mais dans sa lutte étaient profondément contre l'oppression patriarcale. Alors je dis, l'écoféminisme, c'est une référence, mais c'est le pas plus important. Notre référence, c'est les luttes des femmes, des filles et des dissidences dans tous les territoires. Je crois que c'est ça. Une autre question, si, en espérant ne pas vous couper l'herbe sous le pied, mais vous pourrez répondre aux deux si besoin. Une question sur la victoire récente des femmes en Argentine sur le droit à l'avortement. Est-ce que, selon vous, cette victoire peut ouvrir des perspectives de nouvelles victoires dans d'autres pays d'Amérique latine, par exemple au Chili? Bref, je crois que oui, mais ça demande beaucoup de temps. La transformation au Chili. Le Chili est très conventionnel. Ici, l'avortement, c'est 3 causes et des causes médicales. Alors, je crois que c'est une référence merveilleuse, l'expérience féministe d'Argentine, mais vous, au Chili, ça manque beaucoup, je crois. Maintenant, on est dans ce procès d'assemblée constitutionnelle et une des grandes défenses qu'on va faire, les féministes, c'est sur ça. Aborto légal, público, seguro et gratuit. L'abort gratuit, légal. Et on peut dire aussi avorter avec mes compas. C'est une tradition qu'aussi un féminisme, on pourrait dire territorial, autonome. De l'autonomie, on parle aussi avec ça. Alors, c'est une lutte de grandes références pour Chili, mais il manque beaucoup, je crois. Mais c'est important. C'est une lutte d'Amérique latine, c'est une lutte de toutes les femmes du monde, je crois. C'est une référence. On était très contentes. On était dans l'ambassade, regarder les luttes, la mobilisation de notre compas d'Argentine. Mais il manque beaucoup au Chili, je crois. C'est important de dire ça. On arrive à la fin de ce webinaire. Peut-être pour permettre aussi un dernier tour de table et vous laisser, Jules, Carolina, Francisca, à chacune la possibilité de conclure à votre manière si vous le souhaitez. On avait envie de vous poser la question suivante ce soir, ou plutôt de vous demander de nous partager une référence, un ouvrage, une ressource qui a marqué votre trajectoire militante. Voilà. Carolina, est-ce que tu veux commencer? Vraiment, j'ai pas non plus réfléchi à partager, et parce que je pense qu'il y a beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une question à chaque fois qui me pose des choses préférées. J'arrive pas vraiment à répondre. C'est vraiment difficile, mais je pense que et tous les communiqués des femmes sabatistes, je pense qu'ils sont intéressants à lire, et ils sont traduits aussi dans plusieurs langues. Donc, il y a un travail aussi collectif derrière de beaucoup de personnes, des traducteurs solidaires et traductrices. Donc, c'est une pensée aussi très philosophique. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas encore lu les communiqués zapatistes, d'y aller, parce qu'à travers ces communiqués, il y a sa pensée, il y a sa façon de voir le monde et de le construire. Donc, moi, je le disais tout à l'heure, pour nous, la collective des Mujeres y Disidencias, c'est vraiment une expérience collective et politique. Et pour nous, c'est pas parce qu'on nie qu'il y a des autres organisations en Amérique latine,
Mais pour nous, ça représente quelque chose qui nous montre vraiment qu'il est possible de construire quelque chose hors de ce système capitaliste, que c'est l'autogestion, l'autonomie. Donc, c'est ça qui nous a marqué, je pense, qui nous a marqué beaucoup entre nous et notre parcours politique. Moi, je vais dire du coup que je suis émue par ce que tu dis, Carolina, et c'est vrai, moi aussi, ça m'a beaucoup marqué, le mouvement zapatiste et les femmes, et Ramona, et Anna Maria, et beaucoup d'autres moins connus, et Maribel, et voilà, et on avait fait, au moment, en 96, au moment de la rencontre, on avait fait une interview collective avec 12 commandants zapatistes, je crois. Il y en avait 3 seulement qui parlaient en espagnol. Les autres, elles étaient traduites par un mec qui traduisait, il raccourcissait tout. Mais enfin bon, on l'avait publié à l'époque on faisait un bulletin, le comité de solidarité, qui s'appelait Mujeres. Après, le deuxième, c'était Más Mujeres. Donc voilà, ça c'est... Je ne sais pas s'il en reste des exemplaires quelque part, à part, moi j'en ai un quelque part, bref. Mais sinon, moi je voulais dire, comme j'avais dit tout à l'heure, que quand même pour moi, et même si depuis elle a changé, beaucoup d'eau est passée sous les ponts, mais franchement, le livre de Rigoberta Menchú, donc du Guatemala, qui s'appelle je m'appelle Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en la version en espagnol. C'est un livre qui a marqué énormément, je pense, beaucoup de générations, à propos à la fois des luttes comme femmes, comme indiennes et comme paysannes, quoi. Parce qu'en fait, c'est les luttes du CUC, du Comité d'Union Campesina au Guatemala dans les années 80, et c'est vraiment ce qu'elle décrit, c'est tellement, tellement fort et tellement brutal. Alors bon, encore une fois, hein, il y a eu tout un tas de choses qui ont été dites sur ce bouquin, mais pour moi, c'est quand même... quand je l'ai lu, et c'était il y a très longtemps, et c'était juste avant d'aller vivre au Chiapas, ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Je ne peux pas oublier certaines choses qui sont racontées, voilà. Et notamment, d'ailleurs, des trucs horribles, hein, des formes de torture et tout, mais bon, appliquées par l'armée, formée en fait par les armées états-uniennes, elles-mêmes formées par l'armée française, hein, qui, je rappelle que la France est le 3e producteur et exportateur d'armes et de technologies et de doctrines militaires au monde. Voilà, et il y a un autre livre d'une autre femme autochtone qui me paraît très important aussi, c'est le livre de Domitila Chungar, dans les boliviennes, donc dans les lignes de mineurs et de mineuresses, donc des mines, hein, en Bolivie, et c'est si me permiten hablar, si on me laisse la parole, si on me laisse parler en fait. Et c'est un truc qu'elle avait dit en 75 à la conférence de la femme de l'ONU. Et c'est aussi très intéressant et c'est aussi très dur. Et je me souviens aussi de elle, la torture en prison et le fait que du coup elle perd son enfant tellement elle est maltraitée en prison, etc. Et puis en même temps, la force et la résistance collective, quoi. Bon, maintenant, pareil, tout a changé, c'est très compliqué, les luttes en Bolivie, etc. Mais enfin, voilà, je sais que c'est un peu vieux, mais c'est pour rappeler aussi des livres historiques, des propos historiques écrits par des femmes. En fait, dans les deux cas, elles ont parlé, elles ont été... c'est des entretiens, c'est pas elles qui ont écrit, mais voilà. Donc Domitila Chungar de Bolivie et Rigoberta Menchú du Guatemala. Je vais faire le même exercice. M'a marqué beaucoup au Guatemala, Lolita Chavez. Elle est ma grande amie. Elle a travaillé maintenant dans l'État basque, Espagne. C'est un travail merveilleux de lutte contre l'extractivisme. Aussi en Bolivie. Et Gladys Tutsul aussi, merveilleuse, les combats et ses réflexions. Ça, c'est Féminisme Territoire. Ça, c'est penser de les lieux où on habite. C'est très important. En Bolivie, féministe communautaire, Adriana Guzman, aussi une amie, belle réflexion. Aussi une sociologue, je l'ai dit, Silvia Rivera Cusican, qui avec ses propositions de l'Ocheje, je crois que c'est très important, mais aussi me marque beaucoup le Mapuche féminisme. Il y a un Mapuche féminisme ici très important. Dans l'Argentine, Moira Millán, une grande femme qui défend le territoire Mapuche. Et ici, des autorités religieuses comme Machi Francisca Linconao.
je les invite à lire un poète, Daniela Catrileo. C'est merveilleux ce travail. Et écouter de la musique. Daniela Mialeo. Elle parle des merveilles, des luttes des femmes, des filles, des dissidences dans les cités, mais aussi dans la campagne et les luttes de tous les peuples en Amérique latine. Moi, ma référence aussi, c'est la musique. Je crois que c'est très important. Aussi, Rebecca Laine, qui fait un travail merveilleux du Centre-Amérique. Alors ça, littérature, musique, sociologie, anthropologie, toutes ces références et de notre grande femme qui lutte pour la libération de tous les peuples. Très contente d'être ici, de parler avec vous. C'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. On a abordé beaucoup de choses, on repart avec plein de choses et c'est même presque frustrant de s'arrêter maintenant. Mais ce sera l'occasion de rediscuter de tout ça, d'organiser d'autres webinaires. J'en profite d'ailleurs pour inviter toutes celles et ceux qui auraient envie de nous rejoindre pour préciser que la commission genre et féminisme de France-Amérique latine est ouverte et on sera bien sûr hyper content de vous accueillir. Alors, c'est le moment des remerciements. Merci à vous trois particulièrement. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce webinaire qui s'achève mais qui pourra être disponible et que vous retrouverez sur le YouTube de France-Amérique latine ou sur le Facebook. On ajoutera aussi dans les publications, dans le descriptif, les références qui ont été mentionnées ce soir, les adresses mail aussi, notamment des organisations qui ont été mentionnées, les prochaines dates, notamment pour la Sexta, mais aussi voilà, les autres références, toutes les références qui ont été mentionnées ce soir. J'en profite aussi pour annoncer la sortie du prochain FALMAG, donc le magazine de France-Amérique latine. Le prochain numéro, ce sera un hors-série qui comprend plusieurs pages consacrées aux actualités des luttes féministes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais je vous relais aussi le numéro 137, le FALMAG 137 de juin 2018, consacré essentiellement aux luttes féministes, qui avait pour titre « Les femmes disent ya basta », qui est maintenant en lecture libre sur le site de France-Amérique latine. On a aussi un numéro, le dernier numéro donc de décembre dernier, le numéro 146, qui comprend un long article consacré au sujet. Et donc, n'hésitez pas, de manière générale, à consulter le site de France-Amérique latine où sont publiées des actualités et des analyses consacrées aux luttes des femmes assez régulièrement. Et bien, voilà. Concernant les actualités de France-Amérique latine, n'hésitez pas non plus à vous renseigner auprès de vos comités locaux, en région, aussi bien à Paris, puisque, comme le disait Lauriane, France-Amérique latine est aussi partie prenante dans le voyage pour la vie et dans l'organisation de l'accueil des apatistes. Et puis voilà. Merci à tous et toutes, vraiment. Et puis, à bientôt. Merci. 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 Arriba las que luchan. Arriba. Arriba las que luchan. Chao, gracias por todo. Arriba y abajo y a la izquierda también. Abajo a la izquierda siempre.